Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept qui a l'air super simple comme ça, mais qui est en fait le plus déstabilisant de toute la philosophie. La vérité. C'est quand même dingue de se dire que les esprits les plus brillants de l'histoire n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur une seule définition. Et si tout ce qu'on prend pour acquis au quotidien devait être remis en question? C'est ce petit vertige intellectuel, cette plongée aux racines de nos certitudes qu'on va explorer ensemble. Alors, posons-nous d'emblée une question qui fâche. Peut-on vraiment savoir si quelque chose est vrai? Instinctivement, on a tous envie de dire oui. Prenons un fait scientifique basique. La Terre tourne autour du Soleil. C'est une évidence absolue, non? Mais c'est là que ça devient ironique. Comment on le sait au fond? Très peu d'entre nous ont fait les calculs astronomiques ou passé des nuits au télescope pour vérifier. On l'accepte parce qu'on nous l'a appris. Notre prétendue vérité, c'est souvent juste une croyance basée sur l'autorité de quelqu'un d'autre. Et cette petite prise de conscience, c'est exactement le point de départ de notre casse-tête philosophique du jour. Pour bien capter la nuance, prenons un exemple très concret. Imaginons un ami proche qui ne répond plus à nos messages depuis 2 jours. C'est super facile de monter en pression et d'être absolument certain qu'il nous en veut. Ce truc qui nous ronge à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle une certitude psychologique. Mais de l'autre côté, il y a le monde réel, complètement indifférent à notre stress. Peut-être que son téléphone a juste pris l'eau. Il y a donc un fossé énorme entre notre ressenti, qui frôle parfois la paranoïa, et la vérité objective, qui existe indépendamment de nos émotions. Gardons bien cette distinction en tête, elle est absolument cruciale pour la suite. Voici le programme pour décoder tout ça. On va d'abord définir la vérité, puis on passera au camp de l'objectivité absolue, avant de voir les perturbateurs qui considèrent la vérité comme une illusion. On fera ensuite un détour par l'idéal scientifique, et on terminera avec une stratégie hyper pratique. Allez, c'est parti avec notre première étape, définir la vérité, avec Aristote pour poser les bases. Aristote a une idée brillante de simplicité il y a plus de 2000 ans, la vérité-correspondance. En gros, c'est l'adéquation entre ce qu'on dit et la réalité. Dire de ce qui est que c'est, eh bien c'est vrai. Mais attention, le point clé ici, c'est que la vérité qualifie un jugement, pas un objet. Une chaise n'est pas vraie, elle est là, c'est tout. Par contre, dire il y a une chaise dans cette pièce, ça, c'est un jugement qui peut être vrai ou faux. La réalité, c'est le monde matériel, et la vérité, c'est le lien exact entre nos mots et ce monde. Passons maintenant à notre deuxième partie, le camp de l'objectivité avec les poids lourds Platon et Descartes. Platon, c'est le grand défenseur de la vérité absolue. Son célèbre mythe de la caverne illustre ça parfaitement. Imaginons des prisonniers enchaînés dans une grotte depuis la naissance, qui ne voient que des ombres projetées sur un mur. Pour eux, ces ombres, c'est la seule et unique réalité. Mais si l'un d'eux sort et voit le soleil, il comprend vite que les ombres n'étaient que de pâles copies. Ce que Platon nous dit là, c'est que nos sens nous trompent avec des illusions changeantes. La vraie réalité, éternelle et objective, elle est dans ce qu'il appelle le monde des idées, et il faut faire appel à la pure raison pour l'atteindre. Et Descartes pousse cette logique encore plus loin, avec sa fameuse méthode du doute. Il décide de faire un grand nettoyage de printemps dans son cerveau et de douter d'absolument tout. Il doute de ses sens, il se dit que le monde pourrait être un rêve ultra réaliste, et il imagine même un malin génie qui s'amuserait à fausser ses mathématiques. Mais, tout au fond de ce gouffre de scepticisme, il tombe sur un truc indestructible. S'il doute, c'est qu'il pense. Et s'il pense, c'est qu'il existe. Je pense, donc je suis. Boum. C'est sur ce socle en béton armé qu'il reconstruit toute sa philosophie de la vérité. Troisième partie, l'illusion et l'utile. Place aux perturbateurs qui viennent tout renverser. Là, on change complètement de dimension. Et si la vérité, ce n'était pas un musée d'idées fixes, mais plutôt une boîte à outils? C'est le changement de cap radical du pragmatisme américain avec William James. On oublie la grande quête romantique d'une vérité invisible. Pour eux, une idée est vraie tout simplement si elle marche. Si elle a des conséquences pratiques et qu'elle nous aide à avancer dans le monde réel, alors on lui donne le statut de vérité. C'est super pragmatique justement. Ce n'est plus une copie parfaite du monde, c'est un instrument validé par l'action sur le terrain. Et là, Friedrich Nietzsche débarque et lâche une vraie bombe philosophique. La vérité serait purement et simplement une invention humaine. Son argument phare, notre langage. Prenons le mot feuille. Dans la nature, chaque feuille est unique. Mais en utilisant ce mot générique, on écrase toute cette incroyable diversité. On crée un concept simplifié. C'est hyper utile pour communiquer en société, bien sûr, mais ça falsifie la réalité complexe. Pour Nietzsche, nos grandes vérités ne sont donc que des mensonges collectifs tellement vieux qu'on a juste oublié que c'était des illusions. Ça nous amène au perspectivisme de Nietzsche. Puisque notre langage et notre culture déforment le réel, on ne peut avoir que des points de vue. Nos soi-disant vérités absolues sont juste des constructions de leur époque.
Pensez à la période où on croyait dur comme fer que la Terre était immobile au centre de l'univers. Ce n'était pas vu comme une simple théorie, c'était la vérité avec un grand V. Aujourd'hui, on sait que c'est une erreur historique. Ce n'est pas pour déprimer qu'il dit ça, mais pour nous faire réaliser que toute connaissance est inévitablement une interprétation vue depuis une fenêtre précise de l'histoire. Quatrième étape, l'idéal scientifique avec Karl Popper. Comment on se sort de ce dilemme? Karl Popper arrive avec une solution brillante pour réconcilier tout le monde. La réfutabilité. Son idée est folle d'élégance. La science ne prouve jamais qu'un truc est définitivement vrai, elle prouve juste que ce n'est pas encore faux. Dire « tous les signes sont blancs », c'est une théorie scientifique valide. Pourquoi? Pas parce qu'on a vu tous les signes de l'univers, c'est impossible, mais parce qu'il suffirait de trouver un seul signe noir pour détruire la théorie. La science n'impose pas de dogme incontestable, elle avance à pas de géant en cherchant activement ses propres erreurs pour les éliminer. La vérité, ce n'est donc pas un trophée qu'on met sur une étagère une fois pour toutes. C'est un horizon. On marche vers elle, on s'en approche de plus en plus grâce à nos découvertes, mais elle recule au fur et à mesure. Et c'est génial, parce que c'est exactement ça qui nourrit la curiosité humaine. Ça demande juste une sacrée dose d'humilité. Il faut accepter que nos connaissances actuelles sont imparfaites, tout en continuant à chercher la vérité de façon hyper rigoureuse. Cinquième et dernière partie, la stratégie pour l'examen. Transformons toute cette théorie en méthode béton. Si on tombe sur un sujet classique du genre « peut-on douter de tout ?», la méthode dialectique en 3 temps est notre meilleure arme. Étape 1, on dit non. Il y a des vérités évidentes et on sort Platon et Descartes. Étape 2, on balance l'antithèse et on nuance fortement en expliquant que nos certitudes sont souvent des constructions, merci Nietzsche. Et étape 3, le coup de grâce avec la synthèse, on explique que le doute n'est pas une impasse. Que ce soit le doute cartésien ou la réfutabilité de Popper, c'est l'outil parfait pour chasser l'erreur et s'approcher honnêtement du vrai. Les correcteurs adorent ça. Pour verrouiller tout ça, gardons ces 3 points essentiels en tête. 1. La vérité, c'est l'adéquation exacte entre nos jugements et la réalité du monde. 2. Il y a un match permanent entre la quête de vérité objective chez Platon et la révélation fracassante de Nietzsche sur l'illusion interprétative. Et 3. La vérité n'est pas une possession définitive, c'est un processus, un idéal scientifique et philosophique à poursuivre sans relâche. On va se quitter là-dessus avec une petite réflexion qui donne le tournis. Si chercher la vérité, c'est un cheminement infini, ça veut dire que nos certitudes d'aujourd'hui, même les plus solides, vont inévitablement évoluer. Alors posez-vous la question, parmi tout ce qu'on considère aujourd'hui dans nos sociétés comme des faits absolument indiscutables, qu'est-ce que les générations futures, dans 1000 ans, regarderont en souriant et en se disant « Waouh, quelle belle illusion !» Bonne réflexion à tous.